Lorsque le gardien, le maton comme on dit, est revenu des douches ce matin-là, il n'a d'abord rien remarqué d'anormal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte de la cellule, il est resté horrifié. Le détenu s'était suicidé. Il avait déchiré l'un des draps en fine lanière et il s'était pendu à l'un des barreaux supérieurs de la fenêtre. Lorsqu'on l'a transporté aux urgences, il agonisait déjà et il a expiré quelques heures plus tard sans avoir repris connaissance. L'homme, qui s'appelait André parce qu'il ne voulait plus qu'on l'appelle Mohamed, est mort en emportant avec lui le secret des dernières heures de Muriel. Muriel, c'est Jeanne, sa voisine, qui l'a vue pour la dernière fois. Jeanne jetait un coup d'œil par la fenêtre de son appartement, c'était le 3 décembre 2004, à la chapelle Saint-Mémin, près d'Orléans. Jeanne a un peu plus de 80 ans, mais elle a bon œil. Comme souvent, elle a vu Muriel revenir du travail, il était environ 17h30. Muriel qui a fait pénétrer sa voiture dans le garage de sa maison, juste en face. Jeanne observe souvent Muriel, elle la trouve élégante avec ses cheveux courts et sa silhouette mince. Donc Muriel manœuvre, stoppe son moteur et sort de sa voiture. À ce moment précis, Jeanne aperçoit une voiture grise qui s'arrête juste devant la porte ouverte du garage. Un homme en descend, elle raconte Jeanne. Il était assez grand, il portait un sweatshirt sombre et un pantalon clair. Il avait surtout une sorte de capuche rabattue sur le visage. On ne voyait pas très bien sa tête. Je n'ai pas vraiment entendu ce qu'il disait. Il s'adressait à la jeune femme. Elle s'était avancée vers ce type. J'ai eu l'impression qu'ils se connaissaient. Soudain, l'individu a saisi Muriel et l'a projetée sur la banquette arrière de sa voiture, puis il a démarré. C'est la stupeur. Daniel, le mari de Muriel, est prévenu de ce qui vient de se passer. Il descend de l'appartement, il voit la voiture de Muriel dans le garage, portière avant gauche ouverte. Il remarque aussi le sac de Muriel tombé à terre et son portable resté sur la place passager. Premier indice, si la jeune femme était partie volontairement, elle aurait emporté son sac et son portable. Muriel, qui est-ce ? C'est une femme de 33 ans, très sage, secrétaire à l'agence de l'eau au Loire-Bretagne. Elle était venue s'établir avec son mari et leurs enfants dans cette résidence des Pervenches quelques années auparavant. Le couple était apprécié de ses voisins. Comme souvent, l'enquête de voisinage va porter ses fruits, comme on dit. Un témoin nouveau est retrouvé. L'homme a vu l'enlèvement, le geste de l'homme se saisissant de Muriel et la précipitant dans la voiture grise. Et ce témoin pense avoir distingué dans la voiture grise, une ou même deux silhouettes. Ce témoignage accrédite la thèse de l'enlèvement. Les jours passent, aucune demande de rançon n'est formulée. Un avis de recherche est d'ailleurs publié dans le journal La Nouvelle République du Centre. Et finalement, il n'y a qu'une seule piste, celle de la voiture grise. Une liste de 200 personnes est peu à peu constituée, sans qu'on soit sûr d'ailleurs que les responsables du kidnapping y figurent. Car on s'évertue à chercher et on ne trouve pas. Pour quelle raison on a bien pu enlever Muriel ? Finalement, vers la mi-décembre, dans les 200 suspects, on découvre un homme qui, à deux titres, est intéressant pour les policiers. D'abord, il est propriétaire d'une Audi grise. Ensuite, il connaît Muriel puisqu'il l'a remplacée dans son emploi à l'agence de l'eau durant sa dernière grossesse. Un individu étrange, c'est André Bouget. Grand, mince, d'allure sportive, le menton assorti d'un petit bouc. En réalité, il s'appelle Mohamed Bouajaj, mais il a francisé son nom. C'est un Français d'origine marocaine, âgé de 36 ans. On l'interpelle, on l'interroge, et ce qu'il raconte est assez bizarre. Il assure qu'un individu, un inconnu, lui a téléphoné plusieurs fois pour proférer des menaces à l'égard de Muriel, qui lui en a parlé à Muriel, et que celle-ci lui avait rassuré en disant « Non, ne t'inquiète pas, je vois ce que c'est, je voudrais que ça reste entre nous ». Ainsi, André Bouget paraît révéler d'abord qu'il était un intime de Muriel, ensuite que celle-ci entretenait une liaison avec un inconnu que Bourget est bien incapable d'identifier. Mais, en cherchant un peu dans leurs fichiers, les policiers s'aperçoivent que l'homme ne leur est pas tout à fait inconnu. Il a été condamné plusieurs fois pour vol ou escroquerie. Bouget avait même réussi à se tirer de ce mauvais pas, mais ce passé était un signe
disons, un bon prétexte pour aller jeter un coup d'œil chez lui dans un petit pavillon de la banlieue d'Orléans. La demeure est modeste et la recherche est finalement assez rapide. Les policiers trouvent dans une sorte de petite bonbonnière un certain nombre de bijoux. André Bouget prétend qu'ils lui appartiennent à une de ses amies, mais cette amie a dit non. Et puis surtout, l'un des policiers, qui a une bonne mémoire visuelle, observe parmi les bijoux une alliance 3 ors, à l'intérieur une inscription, un amour pour la vie et une date. Et cette date est celle du mariage de Muriel. Et cette alliance est reconnue par Daniel, le mari, comme étant celle de sa femme. André Bouget est confondu. À partir de là, il s'enferme dans un silence total, ce qui lui permet de ne pas répondre à la question qu'on lui pose en permanence, mais où est donc Muriel? Pendant que l'un de nous l'interrogeait, raconte un policier, on regardait partout, et c'est là qu'on a remarqué dans le garage une paire de bottes et des outils sur lesquels il y avait des traces de terre fraîche. Alors, on a ratissé le jardin. Ils ont creusé à un endroit où la terre venait visiblement d'être remuée, un trou d'environ 1,50 m de profondeur, et ils ont trouvé le corps de Muriel. Dans l'ordonnance de renvoi, on lit ceci, je cite. « Le cadavre était nu, totalement rasé, recroquevillé en position fétale, les bras repliés sur le ventre, la tête sur les mains, les avant-bras, les jambes, les pieds, se trouvant au plus profond de la fosse. L'autopsie va révéler que la jeune femme est morte étouffée. Apparemment, dans un premier temps, aucune trace d'agression sexuelle n'est constatée. L'autopsie, plus tard, va poser plusieurs questions à ce sujet. Il nous a d'abord raconté qu'une amie de Muriel, qui s'appelle Fatima, je crois, lui avait demandé d'enlever Muriel et de la garder durant quelques jours. Pourquoi? Il ne savait pas. Cet ami voulait faire peur à Muriel. Puis il a raconté qu'il avait en quelque sorte sous-traité le kidnapping et l'assassinat à des tueurs venus de l'Est. Lesquels? Où les avait-il rencontrés? Il ne savait pas. Lui, André Bouget, aurait simplement prêté sa voiture, et c'est d'ailleurs sur le trajet que Muriel aurait été étouffée par l'un des tueurs qui voulait l'empêcher de crier. Les policiers l'écoutaient dévider son histoire. Ils n'en croyaient pas un mot. Mais pour les enquêteurs, même s'ils avaient la conviction de tenir le responsable de la mort de Muriel, le dossier n'était pas complet. Rappelez-vous, le second témoin avait distingué un deuxième homme dans la voiture grise. Pour le trouver, il a finalement suffi d'interroger le téléphone portable d'André Bouget, qui révélait la présence d'un complice la journée de l'enlèvement. Resté à le cueillir, c'était un ressortissant roumain du nom de Irinel Litenahu. Par parenthèse, ce n'était pas un tueur venu de l'Est que le prétendait André Bouget, c'était simplement un garçon qui avait quitté son pays pour tenter de passer en Angleterre, bloqué à Sangatte. Il était venu s'établir dans la région. À l'évidence, et les faits vont le démontrer, il subissait fortement l'influence d'André Bouget. À l'audience, les psychiatres vont le définir comme un être gentil, discret, très accommodant. Il va l'être d'ailleurs très rapidement avec les enquêteurs en reconnaissant avoir été le complice qui se trouvait dans la voiture grise. Oui, dit l'un des enquêteurs, il va avouer très vite. Il va nous dire qu'il a été contacté par Bouget, il avait besoin d'argent, l'autre l'a convaincu de participer à l'enlèvement de Muriel. Bouget lui a dit qu'ils allaient enlever la femme d'un convoyeur de fonds pour forcer le mari à ouvrir la porte de son fourgon, lors d'un transfert de fonds. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dû s'apercevoir tout de suite qu'il ne s'agissait pas de ça. Et en effet, Litenahu, qui conduit la voiture grise, voit Bouget se saisir de Muriel, la pousser dans la voiture et bloquer les portières. Un peu plus loin, la pauvre femme est enfermée dans le coffre. Il dit, elle n'arrêtait pas de pleurer et de demander pourquoi. J'ai honte. Oh, que j'ai honte de ce que j'ai fait. Tout cela avec un ton larmoyant devant les jurés, qui va d'ailleurs indisposer. Il va ajouter qu'étant arrivé au domicile d'André Bouget, il a laissé la voiture et il est reparti tout de suite. À ce moment-là, dit-il, elle vivait encore, je l'ai entendue dans le coffre. Le président de la cour d'assises de Chartres lui demande ensuite, lorsque vous avez vu les affiches,
lorsque vous avez entendu les avis de recherche, ça ne vous est pas venu à l'esprit de dire ce que vous saviez? Vous aviez laissé cette pauvre femme enfermée dans un coffre de voiture aux mains d'un homme dont vous connaissiez la violence. Vous pouviez peut-être penser qu'on pouvait encore la sauver. Oh non, j'avais bien trop peur d'André Bouget. Je n'ai rien dit. Oh, aujourd'hui j'ai honte, Monsieur le Président, j'ai honte. C'est bien temps. Laisse tomber le Président. Qui ajoute, mais au moins, pouvez-vous nous dire pourquoi André Bouget a enlevé Muriel? Ah, mais non, je ne sais pas. Je ne savais pas qui elle était. Aujourd'hui, on peut s'en convaincre, Irinel Litinaeu a menti du début jusqu'à la fin. L'enquête a révélé qu'un de ses amis, un autre Roumain d'ailleurs, avait accompagné Bouget dans un autre projet d'enlèvement en février 2004. Le rapt d'une autre employée de l'agence de l'eau, une collègue de Muriel, agressée à la sortie de son travail. Elle s'était tellement débattue que Bouget l'avait finalement lâchée et s'était enfui. Les enquêteurs ont découvert qu'à cette époque, Bouget avait fait creuser un trou dans une autre partie de son jardin, et par le même complice roumain, l'ami de Litinaeu. Pourquoi ces fosses réalisées à l'avance et pourquoi ces enlèvements? On ne saura jamais car le matin du 7 janvier 2005, je vous l'ai dit, André Bouget s'est suicidé. Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, il ne restait plus que le complice roumain qui, je vous le signale en passant, a été condamné par 2 fois à 19 ans de réclusion criminelle. Ce qui, à mes yeux, mais c'est une observation personnelle, n'est pas cher payé pour le meurtre, dans ces conditions atroces, d'une jeune mère de 33 ans. Reste qu'il est le seul homme, ce soir, à pouvoir répondre aux questions qui sont restées sans réponse dans cette affaire. D'abord, si l'on sait que Muriel est morte étouffée, on ignore où, quand, par qui. Qui donc maintenait la jeune femme pendant qu'elle se débattait? Qui lui a bâillonné la bouche de la main pour qu'elle cesse de crier? Qui? Et pourquoi André Bouget l'a-t-il enlevée? Pour occuper sa place à l'agence de l'eau? On l'a envisagé, mais rien ne prouve qu'il l'aurait obtenue. Personnellement, voyez-vous, je crois plus à une autre raison. Une phrase, dans le dossier, prononcée par la mère de Muriel. Mais vous savez, ma fille, elle avait repoussé ses avances. André Bouget n'avait sans doute pas supporté cette humiliation, un rejet qui l'avait peut-être renvoyé à son propre refus d'assumer ses origines. Sa vengeance, si c'est le cas, a donc été terrible. Reste qu'on peut se poser encore quelques questions. Avait-il prévu vraiment de tuer Muriel? Et surtout, pourquoi ce rituel? Que s'est-il réellement passé avant qu'il ne jette le corps de la jeune femme dans la fosse? Que signifie cette posture de soumission? Et pourquoi avoir complètement rasé le corps et la tête du Muriel? Pourquoi cette dernière offense après les souillures qui l'avaient précédée? Pourquoi?